Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Ma première invitée est venue sur le plateau la semaine dernière. Je lui ai posé une question. J'ai senti qu'elle ne pouvait pas répondre immédiatement. Mais cette semaine, elle peut nous confirmer qu'elle se représentera comme candidate de la Coalition Avenir Québec dans le comté d'Iberville pour solliciter un troisième mandat. Il s'agit de Mme Audrey Bogmans. Mme Bogmans, bonjour. Bonjour. Je ne me trompe pas quand j'ai senti que vous ne pouviez pas me dire, confirmer en fait la semaine dernière que vous vous présentiez. Bien, ça me fait plaisir de le faire avec vous oui. aujourd'hui, vraiment, que je vais pouvoir solliciter un prochain mandat à la prochaine élection. En fait, c'est le go final de la famille que j'attendais. Ouais, c'est ça. Et puis, je l'ai obtenu. J'ai senti que vous ne pouviez pas me le confirmer, mais que c'était dans les faits, c'était en fait confirmé dans votre tête, que c'était confirmé partout, mais pas publiquement, c'est ça? Oui, bien, en fait, c'est un privilège de pouvoir faire ce travail-là. J'adore ça. Il y avait quelqu'un, quand je suis arrivée en politique, qui m'avait dit « Tu vas voir, c'est haut en adrénaline, puis c'est presque comme... en fait, on devient accro à ça. » Et c'est vrai, parce que le service public, c'est un grand honneur, mais c'est aussi demandant parce qu'on veut être capable d'avoir des objectifs, des cibles atteintes concrètes pour les citoyens. Puis pour le faire, bien, ça reste quand même une game où on peut faire un peu du judo dans tout ça. Oui, c'est ça. Fait que on apprend à se dépasser. Je pense que dans les derniers 4 ans, j'ai pris énormément d'expérience. C'est cette expérience-là que j'aimerais mettre au profit des citoyens. Bon. Est-ce que c'est la raison principale de votre retour? Bien, c'est d'être capable... En ce moment-là, il y a tellement au niveau citoyen de pression sur le portefeuille. Puis tout à l'heure, ce midi, c'est le ministre des Finances qui était à la Chambre de commerce pour expliquer finalement l'état des finances du Québec. Puis en ce moment, avec ce qui se passe avec le détroit d'Ormuz, toute la crise énergétique dans laquelle on est, c'est contraignant sur le portefeuille des Québécois. On a passé au travers une pandémie. On a une grande pression sur le système de santé puis de l'éducation. D'être capable de continuer de trouver des solutions puis d'être capable d'en avoir plus dans le portefeuille des citoyens d'Iberville, pour moi, c'est important. Puis d'être capable de porter les réalités citoyennes à Québec pour que ça fonctionne pour les gens chez nous puis que ce ne soit pas des mesures mur à mur. Je pense que j'ai développé une expertise là-dedans. Je veux continuer de le mettre au profit des citoyens d'Iberville. Bon. Quel bilan vous faites, justement, là, parlant du comté, quel bilan vous faites de vos mandats comme député? Bien, quand je suis arrivée, ça faisait au-dessus de 25 ans que la crise de l'eau potable et des eaux usées à Clarenceville battait son plein. J'ai réussi à faire atterrir un financement très avantageux, au-dessus des cibles que le maire s'était données dans les médias à l'époque, bien au-dessus. Et puis, les travaux sont maintenant en cours, presque terminés. Je continue d'accompagner et la municipalité et la régie globale là, des 4 municipalités dans les réfections. Ça, je pense qu'en soi, dans un seul mandat, d'avoir été capable de résoudre un enjeu qui traînait depuis plus de 25 ans, c'est quelque chose. Puis au niveau des digues, ça faisait près de 10 ans aussi la reconnaissance des digues agricoles, en fait presque depuis les inondations de 2011, qu'il y avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête des propriétaires terriens de ces environs-là, d'avoir été capable de le régler en si peu de temps. C'est majeur. D'ailleurs, l'UPA local a eu une reconnaissance, un coup de chapeau de la part de l'UPA de la Montérégie pour ça. Dans chaque dossier, finalement, au gouvernement, ce qu'on peut faire, c'est d'être partenaire des projets, que ce soit des projets des milieux municipaux, des entreprises, des agriculteurs, c'est d'être capable d'être là quand ils en ont besoin. Puis ça, c'est ce qui m'allume. Quand je vous dis, c'est ce qui me rend accro, c'est d'avoir des gens qui nous appellent. Au bureau de comté, il y a plus que 650 cas de comté qui ont été présentés depuis que je suis arrivée, dans lesquels on a été capable d'accompagner les gens à trouver des solutions. Puis c'est la même chose pour le milieu communautaire. Je pense que le plus complexe du métier, c'est d'être là, oui, pour faire atterrir les bonnes nouvelles, mais aussi d'être là quand ça va pas bien. Je pense que j'ai été capable de le faire, puis de bien accompagner, puis de trouver des solutions pour les personnes à tous les moments. Pour revenir à votre décision de solliciter un nouveau mandat, il y a plusieurs de vos collègues qui ont décidé de ne pas se représenter parce que c'était difficile de concilier travail-famille pour la plupart d'entre eux.
Est-ce que ça a été une réflexion que vous avez faite? Est-ce que vous trouvez ça difficile ou au contraire, comme vous l'avez dit tantôt, ça vous allume, c'est ce qui vous... Je vais utiliser l'expression anglaise, c'est ce qui vous ground? Oui, bien, en fait, pour moi, ma vie professionnelle a toujours été une façon de m'exprimer, puis fait partie intégrante, je pense, de qui je suis. C'est pour ça que, pour moi, je pense que je vais toujours rester une agricultrice à la base, au service de la communauté, mais ça fait partie de qui je suis profondément. Puis mon mari, il comprend très bien ça. Il sait avec qui il est marié, je vous dirais, puis dans quoi il s'est embarqué. La conciliation la plus difficile à faire a été, bien entendu, le travail-famille. Quand je suis arrivée, ma plus jeune avait 3 ans au moment où j'ai été élue. Fait que c'est certain que ça vient avec une bonne part de sacrifice. Puis tout à l'heure, je vous disais à la blague que c'est le hockey final de la famille que j'attendais. Ouais. Puis j'ai été impliquée dans la dernière course à la chefferie. Les enfants ont pu être témoins des efforts que ça demande, entre autres. Une élection, ça reste un autre niveau, mais ça leur a donné un avant-goût, maintenant qu'ils sont plus vieux, de c'est quoi cette réalité-là. Puis j'ai voulu prendre, entre autres, le week-end de la Fête des Mères pour parler avec eux de ce qu'ils voulaient puis de ce qui nous attendait si je continuais. Puis ils comprennent. Puis j'ai l'aval de la famille pour pouvoir aller de l'avant. Parce que ça ajoute à la difficulté aussi parce que vous avez un grand comté, parce que c'est un comté rural, donc vous avez beaucoup de kilomètres à parcourir. Donc ça ajoute un peu à la difficulté du mandat. Oui, mais c'est ce qui fait tout le charme d'Iberville, franchement, parce qu'on a une démographie et des particularités socio-économiques qui nous appartiennent. Puis quand je parle de porter ces réalités-là pour être sûr que ça atterrisse bien, c'est là que c'est rempli de défis puis où on est capable de faire la différence qu'on vient du milieu. J'ai l'impression de me présenter pour les gens de chez nous étant quelqu'un de chez nous. Là. Encore, quand j'étais à l'extérieur, les voisins passent puis viennent me voir exactement pareil comme avant. Puis quand ils me disent « c'est toi, tu peux faire ça », je dis « oui, mais j'ai besoin que vous continuez de venir me voir puis de m'en parler ». Puis c'est ce qui me branche beaucoup. Puis c'est la même chose qu'on fait la tournée des maisons des jeunes, par exemple, ou des projets en habitation. C'est d'être capable de trouver les bons outils puis les bons leviers pour accompagner les gens, pour que les projets se réalisent ici, puis que notre milieu ressemble aux gens d'ici, parce qu'on est là pour être partenaire avec eux. Vous avez parlé de la course à la chefferie. Je n'ai pas pu vous poser la question directement la semaine dernière parce que vous n'aviez pas fait d'annonce officielle. Oui. Mais là, est-ce que si... Je vais poser la question de façon différente. Si Mme Fréchette n'avait pas été élue première ministre, est-ce que vous auriez réfléchi davantage à votre retour ou peu importe le résultat de la course à la chefferie, votre décision était prise de vous représenter? Bien, comme je vous dis, c'est pas tant au niveau du prochain chef. En fait, c'est certain que moi, mon allégeance est allée avec Christine Fréchette, puis je suis convaincue que c'est la personne qu'on avait besoin pour aller de l'avant. Mais c'est vraiment au niveau familial là, qu'on a eu la discussion, puis c'était là que le ballon était. Puis en ce moment, je pense que s'il y a une chose qu'on fait et qu'on démontre, c'est l'unité de notre parti, puis à quel point on est capable de se rallier. Mme Fréchette a fait ce bel exemple-là aussi quand elle a nommé son conseil des ministres, mais aussi dans les premières étapes de ce qu'elle fait. M. Drainville est à l'économie, je pense qu'il est capable de faire une belle différence. Puis ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, avec tout ce qui est défense, on est en plein dans la stratégie puis le développement de ce qui s'en vient, puis pour le futur. Puis c'est la même chose au niveau agroalimentaire. Oui, c'est ça. Il y a sûrement une annonce qui sera faite bientôt pour la zone d'innovation, j'imagine. Fait qu'on va attendre ça avec beaucoup d'intérêt. Bien, on continue de travailler ça avec beaucoup de force, avec mon collègue Louis. C'est super important pour le milieu. Puis d'emblée, de toute façon, avec ce qui se passe au fédéral, tout ce qui est militaire prend du galon à Saint-Jean-sur-Richelieu, va augmenter. Fait qu'on veut s'assurer aussi que les entreprises locales puissent bénéficier de ce boom-là. Ouais. On a fait votre mandat, on a fait le bilan de vos mandats, mais qu'est-ce que vous souhaitez amener pour le comté d'Iberville, des dossiers peut-être que vous n'avez pas pu finaliser? C'est quoi vos attentes pour les 4 prochaines années si vous êtes réélu? Bien, en fait, c'est de se baser, par exemple, l'autoroute 35. T'sais, quand je suis arrivée, c'était pas complété. On n'était pas capable. Le fameux échangeur à Saint-Alexandre? Bien, aussi, ça fait partie des choses à mettre de l'avant. Mais là, c'est vrai qu'on a freiné, là. Hein? Ouais. Bien, oui, exactement. Ça fait partie des priorités régionales, des choses qui me sont demandées vraiment sur une base régulière, parce que c'est une demande du milieu.
Mais reste que pour la sécurité des citoyens qui restent aux abords des routes 133 puis des routes à numéro sur lesquelles passait le camionnage lourd, ça reste un grand soulagement que la 35 puis la connexion à la 133 soit fonctionnelle puis soit vraiment des tronçons qui sont naturels où on arrive aux douanes de manière structurée. Puis ça rehausse toute la sécurité, même au niveau agricole. Les rend avec, dans le fond, avec une efficience puis une sécurité pour les usagers, c'est vraiment la base. Puis ça aussi, c'est un projet qu'on discutait il y a au-dessus de 20 ans. Puis là, maintenant, c'est chose faite. On peut circuler avec ce qui est une autoroute, avec les 3 derniers kilomètres qui sont sur la 133, mais avec des paramètres qui sont super similaires à une autoroute. Si on ne le sait pas, on s'en rend à peine compte. Puis ça, c'est une chose qu'on peut cocher. Fait que c'est d'être capable de continuer et de les terminer, ces projets-là. Mais c'est la même chose pour les élèves qui sont en ballottement dans les bassins qui sont pleins. On a réussi à faire atterrir un agrandissement à l'école Capitaine Luc Fortin pour les élèves de Saint-Sébastien à Rieville. La même chose au niveau d'Amel. C'est de continuer de s'assurer que les gens de chez nous ont accès aux services publics, même si on est en ruralité. Puis, pour qu'on puisse conserver nos noyaux villageois, que chaque village puisse vivre de ce qui leur est propre, puis du tissu économique qu'ils comportent, parce que plus les entreprises vont être en santé, peu importe le domaine dans lequel ils sont, plus les gens vont pouvoir continuer d'occuper les campagnes. Puis moi, mon plus grand souhait, c'est que l'autobus jaune puisse continuer de circuler dans ces rangs de campagne-là dans 10, 20, 30 ans. Puis ça, je pense que quelqu'un du coin, puis qui a déjà l'expertise, on est capable de faire beaucoup plus pour le prochain 4 ans. Oui. Puis en 1 minute, qu'est-ce que vous souhaitez faire davantage pour le secteur agricole? Parce que je sais que c'est un domaine qui vous tient à cœur. Oui, absolument. En fait, on travaille étroitement ensemble. Puis c'est en effet un sujet qui me tient à cœur. Puis je sais que sous peu, il y aura des annonces. Fait que je vais vous dire de vous tenir bien au courant de suivre. Mais je pense que ce qui est important pour les producteurs actuellement, c'est qu'on soit capable d'arriver à une paix réglementaire en environnement, qu'on soit capable d'avoir une prévisibilité dans ce qui s'en vient pour être capable de construire l'avenir. Parce que comme avec les entreprises manufacturières, on est tous affectés par ce qui se passe avec nos voisins américains. Puis sur l'incertitude des marchés, les accords sont en renégociation au mois de juillet. D'être capable d'assurer un écosystème qui donne la prévisibilité à nos entreprises, c'est super important. Puis si on arrive à une paix réglementaire, que ce soit pour les producteurs agricoles ou les manufacturiers, c'est jamais au détriment de l'environnement, puis c'est jamais au détriment du bien-être des citoyens. C'est d'arriver puis de conserver la grande qualité de produits puis de services qu'on est capable de faire au Québec, puis que ça continue d'être une des fiertés vraiment pour Iberville puis pour Saint-Jean. Mme Monkmans, merci beaucoup d'être venue confirmer votre retour en politique sur notre plateau. Très apprécié. Et après la pause, on parle d'un projet très important. C'est la mission Unité Née. On a fait l'inauguration la semaine dernière. On en parle après la pause. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Vendredi dernier, on procédait à l'inauguration de la 10e maison Unité Née. Ça fait partie du projet Mission Unité Née mis sur pied. C'est la 10e, en fait, au Québec, qui a été inaugurée. C'est donc 100 nouvelles portes qui sont disponibles maintenant à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et pour nous en parler, on a M. Joël Gomez, qui est le directeur général de l'Office municipal d'habitation du Haut-Richelieu. M. Gomez, bonjour. Bonjour. C'est une fierté, je pense, d'avoir présenté ça vendredi dernier. On l'a senti dans la salle lors de la conférence de presse. C'est une très, très belle réalisation. Ah, c'est fantastique. Ça faisait des années qu'on voulait avoir de nouvelles unités, surtout pour la clientèle aînée, parce que sur notre liste d'attente, c'est surtout des personnes aînées de la région
qui font appel à nos services et de pouvoir recevoir cet édifice-là. Ouais. OK? Et surtout dans un temps si rapide, parce que je me souviens, j'ai reçu l'appel en 2024. La Ville s'est mobilisée très rapidement et par la suite, le projet s'est vite mis en branle dans des délais qui étaient vraiment incroyables. Oui, je me souviens, on vous avait reçu Oui. à ce moment-là, à l'époque, là, parce qu'il fallait faire très vite. Là, pour... Ça a été un marathon. Oui, littéralement. exactement. Donc, mais parlez-nous concrètement Oui. donc, de ce que c'est Mission Unité Aînée. Bien, écoutez, c'est d'abord et avant tout l'initiative du fondateur du groupe Maurice, M. Maurice, qui, lui, a décidé de redonner. Donc, lui, ce qu'il savait faire, c'était construire des résidences pour personnes aînées et puis de construire, tout simplement. Donc, il a décidé de redonner. Alors, il est venu, il a approché les gouvernements fédéraux et provinciaux avec un projet, 1000 portes. Donc, 10 bâtisses exactement pareilles. Et ils ont interpellé les différentes municipalités. Il fallait avoir une municipalité de 50 000 habitants et plus. Et toutes les municipalités qui ont été intéressées ont levé la main. Nous, on n'a pas fait partie des 10 premières, mais il y a une municipalité qui l'a perdu. Donc là, on a pu lever la main et obtenir la 10e bâtisse. Et c'est vraiment du logement adapté pour les personnes aînées. Et il y a vraiment un coût qui défie tout entendement. Je vais vous donner un exemple. Un 3,5 chez nous, il est chauffé, éclairé. Il y a un poêle, il y a un frigidaire, il y a la laveuse, sécheuse, il y a l'Internet, la télévision, le Wi-Fi, tout ça pour 724 $. Donc, c'est vraiment un prix qui n'existe pas aujourd'hui. Non, exact. Alors, et c'est vraiment la clientèle qui est ciblée, c'est vraiment les gens avec très, très faible revenu. Parce que je pense qu'il ne faut pas que le loyer mensuel dépasse 30 je pense, du revenu mensuel. Bien, c'est pas tant en lien avec le revenu de la personne. C'est que du logement abordable, il y a un prix fixe, comparativement à un logement social où la personne va payer 25 de ses revenus. D'accord. Donc là, dans le fond, il y a des gens qui vont peut-être même payer moins que 25 de leurs revenus dans certains cas, tout dépendant de leurs revenus. Oui, donc, je n'ai pas visité les unités, mais on a constaté sur place, là, les gens avec qui j'ai parlé, là, que c'était vraiment des logements absolument haut de gamme, vraiment là, exceptionnels. Oui, puis en plus, on a une situation, on est à côté de la rivière, à côté d'un parc magnifique. C'est très lumineux. C'est une construction qui est en béton, donc c'est très agréable parce qu'on n'entend pas ses voisins. Non. C'est une qualité qui est quand même vraiment très, très bonne. Surtout pour le prix qui est offert, ça défie vraiment tout ce qu'on a pu voir avant. Ouais. Vous l'avez dit, donc Saint-Jean est entré un peu tard dans le processus et c'est ça qui relève un peu du défi de pouvoir livrer ce bâtiment dans les temps requis, parce qu'il n'y a pas eu de retard, les échéanciers ont été respectés. Oui, bien, écoutez, le groupe qui est Mission Unité Aînée, c'est vraiment une machine de guerre. Ils sont avec des professionnels qui sont là, qui travaillent très, très fort. Ils en ont fait. Et ils sont très forts au niveau de la réalisation de la construction, mais aussi au niveau de la gestion. Juste pour vous donner un exemple, sur une enveloppe d'argent gouvernemental pour faire 10 immeubles, à la fin, ils vont en avoir fait 11. Ce qui est assez rare de nos jours. Là. On parle toujours de dépassement de coûts. Là, on est capable d'en faire plus avec la même enveloppe. Donc, vraiment, c'est un groupe qui a su vraiment... Puis tout part de niveau de la conception. Parce que c'est vraiment chaque choix qui a été fait dans ce projet-là, c'était pour amener de la qualité, mais à un coût qui était raisonnable. Bon, avant de parler du choix des résidents, comment se fait le montage financier d'un tel projet? Vous avez parlé de l'implication du gouvernement fédéral et provincial, mais la Ville aussi a dû s'impliquer dans ce dossier-là? Oui. Bien, premièrement, généralement, la Ville va donner un terrain, va payer pour aussi, des accommodements au niveau du terrain, s'il y avait plus de places de stationnement et tout, et un congé de taxes. Pour la Ville, de mémoire, c'est 5,3 millions que la Ville a mis sur ce terrain-là et sur ce projet-là. Et par la suite, il y a une participation du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial à la même hauteur. Bon. Donc, c'est l'OMH qui va gérer, donc qui va choisir les résidents qui vont y aller. Il y a déjà des résidents donc, qui sont là. Mais comment se fait le choix des résidents? Parce que là, c'est 100 nouvelles portes, mais j'imagine que les demandes sont plus élevées que ça. On a rencontré à peu près 550 personnes et un peu plus en différentes séances d'information. Dans le fond, les gens devaient nous donner, dans le fond, c'est sûr qu'il y a un respect de l'âge. Ça va de soi. Mais par la suite, bien, on demandait aussi les revenus des gens. Mais on leur posait certaines questions. Parce que nous, nos deux critères principaux, c'était plus une personne a un faible revenu, plus elle va avoir de points.
OK. Et ensuite, plus la personne va faire un taux d'effort. Autrement dit, que si elle paye 40 de ses revenus dans son loyer, 50, 60, et des fois, ça allait très, très haut, à ce moment-là, la personne avait aussi plus de points. Parce qu'on pourrait se retrouver avec des gens qui avaient des faibles revenus, mais qui étaient quand même propriétaires d'un petit condo. Donc, on voulait quand même favoriser les gens dont on avait le plus de besoin. Donc, il y avait une table d'évaluation pour le choix des résidents. Oui. Et par la suite, bien, c'est sûr que si la personne se retrouve dans des situations d'urgence, son immeuble va se faire démolir ou victime de violence conjugale, à ce moment-là, ces cas-là sont également priorisés. Bon. Là, il y a des résidents donc, qui sont déjà installés, mais donc le choix des résidents est déjà fait. Là. Pas à 100 Pas à 100 Pas à 100 Dans le sens que nous, on a au-delà de 280 dossiers conformes. Puis par la suite, bien, c'est qu'il faut qu'on appelle les gens et leur propose un logement. À cette étape-là, les gens, des fois, ça arrive rarement, mais ils vont parfois dire oui, non, j'accepte pas après avoir visité le logement. Parce que quand on les a rencontrés la première fois, c'est impossible de visiter. Donc, on loue sur plan. Là, dans le fond, on a la possibilité de louer. Et entre vous et moi, il n'y a pas grand monde qui refuse. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Non. Donc, dans le meilleur des cas, là, la maison unité aînée va être, les 100 résidents vont pouvoir s'établir. Si tout va bien, on devrait pouvoir avoir signé les baux, tous les baux pour le 1er juillet, si tout va bien. Là, c'est sûr qu'après ça, bien, c'est que les gens doivent casser leur bail et à ce moment-là, emménager. Donc, ça ne veut pas dire que le 1er juillet, en tant que tel, il va y avoir 100 nouveaux qui vont être là, mais toute la préparation et toute... mais les 100 personnes vont être choisies d'ici le 1er juillet. Oui. Bon, parfait. Lors de la conférence de presse, il y a 2 résidents qui sont venus prendre la parole. Oui. Et j'ai senti qu'il y avait notamment Mme Campbell. Mme Campbell, oui. Qui était très, très, très émue de voir la qualité qu'on a donnée à ces résidents-là parce qu'on parle d'une résidence là, jusqu'à la... Bien, il n'y a pas de service de santé, mais les gens vont pouvoir rester là tout le temps. Exactement, exactement. Donc, j'ai senti beaucoup d'émotion de la part de ces résidents-là. Bien, c'est sûr que, comment dire, arriver dans quelque chose de beau, de qualité, pour des gens qui ont souvent, si vous me permettez l'expression, tiré le diable par la queue pendant une bonne partie de leur vie, et là, se retrouver à 80 ans passés, pouvoir dire, je suis en quelque part de sécuritaire, d'agréable, de bien, je vais pouvoir me déposer, me reposer, c'est beau. Et puis souvent, c'est aussi que ce soit neuf. Donc là, c'est quelque chose souvent, ce sont des gens qui ont toujours été dans les logements qui coûtaient le moins cher. Donc, il y avait toujours des enjeux avec le logement. Là, il n'y en a pas d'enjeu. Oui, l'air commune est immense. Là. J'imagine les réveillons du jour de l'an à cet endroit-là. Mme Campbell va faire un bal, justement. Ah oui, bon, un bal? Bon. Bal de jour de l'an. Alors, on m'a dit ça. Donc, je dis, OK, parfait. Bon. On va vous laisser organiser votre bal. Bon. Ça va me permettre d'élargir un peu la discussion sur les demandes en logement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Récemment, il y a le projet là, domicile fixe à Iberville, dont vous gérez également les lieux. Ça fait à peine 4 ans que vous êtes en poste? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Oui. Quel est le portrait de la situation du logement? Bien, moi, quand je suis arrivé, notre liste d'attente est entre 300 et 330. Là, on dépasse quasiment tout le temps 500 demandes. Donc, et ça, c'est malgré le fait qu'on rajoute des unités. Ouais. Malgré le fait aussi que nous, on peut prendre des ententes avec des propriétaires privés, qu'on appelle des PSL. On a rajouté au-delà de 100 ententes en une année. Et malgré toute la nouvelle offre qu'il y a, les listes d'attente s'allongent. Donc, c'est sûr, qu'on peut le voir aussi à travers l'itinérance. Il y a quelques années, c'était quelque chose de très anecdotique. Là, aujourd'hui, le noyau dur qui est à Saint-Jean, même pendant les grands froids, ça grandit d'année en année. Et ça, c'est la pointe de l'iceberg visible, mais vraiment, il y a une... Puis oui, on a rajouté quelques portes, parce qu'on était à 0,4 % on a augmenté, mais souvent, c'est des portes qui sont inabordables pour la clientèle qui vient cogner chez nous. Parce qu'un 3,5 à 1 500, 1 700 $, comme les nouvelles unités, c'est pas abordable, c'est pas réaliste. Bon, mais comment on peut faire justement pour combler ce besoin-là? Parce qu'évidemment, là, c'est pas le privé qui va, ou en tout cas très peu, qui va investir dans ce genre de projet-là. Écoutez, le privé fait partie de la solution parce que tout le monde de la société doit mettre l'épaule à la roue. Regardez, Luc Morris en est un exemple. Donc, c'est sûr et certain qu'à ce moment-là. Mais l'idée, c'est qu'il faut réussir à mettre et à construire du logement de toutes les catégories. Moi, c'est sûr que je parle beaucoup du logement social et abordable. Et oui, il en manque cruellement.
Idéalement, il faudrait arriver à peu près 20 de tous les logements disponibles dans le secteur à ce qu'on appelle hors marché spéculatif. Donc, qu'on ne revend pas, que le logement ne va pas faire des sauts trop grands au niveau du prix pour arriver à un équilibre dans un espace et faire en sorte que, dans le fond, puis ça viendrait aussi impacter sur l'ensemble des logements pour pas qu'il y ait une explosion comme on l'a vu depuis la pandémie. Oui, c'est ça. On a parlé beaucoup, donc, de la mission Unité Née, de ce qui fait Iberville. Mais qu'est-ce qui a été fait concrètement au cours des dernières années là, pour aider justement à augmenter le nombre que vous mentionnez, là, de passer de 0,4 à Bien, il y a beaucoup de construction. C'est sûr et certain que la Ville met beaucoup la pédale sur l'accélérateur. Naturellement, il y a eu, je pense que tout le monde le sait, des enjeux aussi avec les infrastructures, parce que là, à un moment donné, la capacité de la Ville à se densifier, bien, ça passe aussi par le sous-sol. Donc, il y a un rattrapage à faire, j'imagine, à ce niveau-là. Mais c'est sûr qu'il faut vraiment, puis on ne peut pas s'étendre plus, on est entouré de terres agricoles. Donc, l'idée, ça va être vraiment de construire des édifices et de densifier. C'est vraiment par là. Mais il ne faut pas juste densifier dans des beaux condos de luxe, mais aussi dans toutes sortes d'autres offres pour que ça corresponde à l'ensemble des gens. Mais j'imagine qu'il va y avoir des annonces bientôt. Là. Il y a certains projets qui sont en... J'ai beaucoup de projets. Ouais. Ça, je ne vous le cacherai pas. Mais c'est sûr et certain qu'entre le moment où est-ce qu'on a une idée puis qu'on a un bâtiment, comme je l'expliquais, c'est généralement des années. Vraiment, Mission Unité Née a été l'exception. Ouais. Mais ça a quand même tendance à, à s'accélérer. Mais c'est ça, il faut trouver des terrains, il faut trouver des partenaires, il faut trouver... Et ça reste que c'est long. Mais ça reste que c'est une des missions que mon conseil d'administration m'a donné, de vraiment développer plus de portes. Parce que de toute façon, il y a beaucoup de partenaires là, dans ces projets-là. La Ville, NextDev, entre autres, a un département pour vous aider là-dessus. Il y a le privé. Il y a le privé, il y a la SHQ, il y a la SCHL, il y a Maison Canada. Donc, il y a énormément de partenaires. Puis l'idée, c'est qu'il faut créer une synergie à travers tout ce beau monde-là pour réussir à pouvoir offrir de nouvelles. Et ça marche. Donc, il y a des choses qui sont en train de se faire et de se créer. Bon. M. Gomez, merci beaucoup. C'est de toute beauté. Et puis, on va se croiser les doigts pour que la situation s'améliore pour ces personnes-là qui en ont besoin et qui méritent de vivre une belle fin de vie merci beaucoup de m'avoir accueilli. Bien, ça me fait plaisir de vous avoir accueilli. Alors, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Au revoir à la prochaine.